Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais demander aux trois premiers intervenants de cette journée d'études de venir me rejoindre à la table. Donc, bienvenue à tous les trois à cette table ronde qui est donc consacrée à l'aducanumab et au débat qu'il a suscité ces 2 dernières années en interrogeant à nouveau frais à la fois la pertinence de l'hypothèse de la cascade amyloïde et l'éthique des agences de régulation. Donc, pour en discuter, nous recevons 3 invités. Frédéric Schekler, vous êtes biologiste, directeur de recherche INSERM, et vous êtes responsable de l'équipe de recherche biologie cellulaire et moléculaire du vieillissement cérébral normal et pathologique au sein de l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire, oui, à Sophia Antipolis. Guillaume Sacco, vous êtes gériatre, chef de service clinique gériatrique du cerveau et du mouvement au CHU de Nice. Et Nicolas Villain, vous êtes neurologue à l'hôpital Pitié-Salpêtrière et chercheur à Paris à l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer. Avant de vous laisser la parole pour parler de l'aducanumab, je vais rapidement présenter les caractéristiques de ce nouveau traitement de l'aducanumab pour qu'on puisse après rentrer le plus vite possible dans le vif du sujet. Une première spécificité de ce traitement, c'est de faire partie de ce qu'on appelle des disease modifiers, qui sont des traitements qui, au lieu d'agir sur les symptômes, vont essayer d'agir sur les causes de la maladie, en enrayant notamment ce qu'on appelle le processus de la cascade amyloïde, qui est supposé être à l'origine et de la formation des plaques séniles et de la mort des neurones. Donc, le pari qui est fait en recherche, c'est qu'en développant ces types de traitements, on va pouvoir enlever les plaques séniles du cerveau, puis ralentir le déclin cognitif dont souffrent les patients. Sauf que jusqu'à présent, la plupart des essais cliniques qui ont été entrepris avec ces disease modifiers ont montré qu'il existait un effet biologique. On arrive à enlever les plaques séniles, mais cet effet biologique ne se traduit pas par un effet clinique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement de gain cognitif. Et c'est la deuxième particularité de l'aducanumab, c'est qu'il a été présenté comme un des premiers traitements capables d'agir biologiquement et cliniquement sur la maladie. Troisième spécificité, c'est que cette preuve, ce double effet, il a été extrêmement controversé, en raison notamment des conditions dans lesquelles furent produites et analysées les données d'essais cliniques. Donc, je rappelle juste brièvement que l'aducanumab a fait l'objet de 2 essais cliniques jumeaux qui ont été arrêtés prématurément pour des raisons dites de futilité et que les résultats de ces 2 essais ont bizarrement abouti à des résultats contraires alors qu'ils étaient issus d'un protocole commun. Et quatrième et dernière spécificité de ce traitement, elle est liée à la gestion réglementaire du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, puisque malgré le fait qu'un comité consultatif indépendant se soit positionné contre sa commercialisation, la FDA aux États-Unis a tout de même délivré une AMM au traitement, alors que traditionnellement, elle a pour habitude de suivre les avis de ce conseil. Donc cette table ronde est l'occasion de revenir sur ces événements et de réfléchir d'une part aux causes des échecs des essais cliniques et d'autre part aux conséquences de ces échecs sur les orientations théoriques de la recherche d'un traitement contre la maladie d'Alzheimer. Donc je vous propose de procéder en 3 temps et d'aborder d'abord pendant une quinzaine de minutes ce qu'il s'est passé avec ce traitement, puis d'aborder ensuite la façon dont ces résultats peuvent affecter le bien fondé de l'hypothèse de la cascade amyloïde, et d'aborder enfin les différentes pistes qui existent aujourd'hui pour sortir de cette impasse thérapeutique. Donc, concernant le premier point, je vais vous poser une série de questions. J'ai eu du mal à faire le tri. Ce sujet m'intéresse beaucoup. Donc, je vais vous poser une série de questions qui permet aussi de reproblématiser à nouveau frais. Et puis, vous pouvez piocher parmi celles auxquelles vous préférez répondre.
D'abord, j'ai une question un peu subjective. J'aimerais savoir comment vous, depuis votre position de neurologue, de biologiste, de gériatre, vous avez vécu les différentes étapes du développement de ce traitement. Quels sont les éléments, les moments où vous avez cru que ça y est, on avait enfin trouvé un traitement? Quels signes en même temps vous invitez à rester assez vigilant? Et est-ce que finalement ce médicament avait sa place sur le marché? Voilà. Je vais peut-être commencer par vous donner la parole à vous, Frédéric Schekler, et puis on fera progressivement un tour de rôle. Merci. Bon, je ne vais peut-être pas être le plus compétent sur les aspects cliniques. Moi, je suis un optimiste forcené, à vrai dire. Et c'était quand même la première avancée, le premier médicament potentiel depuis 2003. Premier point. Donc c'était quelque chose qui interpellait d'une certaine manière. La deuxième chose qui m'intéressait, moi, c'est que, un petit peu à l'inverse des autres traitements qui concernaient l'amyloïde au sens large, là, on ciblait des agrégats de peptides amyloïdes. Ce n'est pas exactement la même chose, parce que peut-être que les gens ici le savent, mais je vais le rappeler, tout à chacun produit du peptide amyloïde. Le problème, c'est que quelquefois, il est éliminé, il n'y a pas d'agrégat, quelquefois, il y a ces agrégats qui finissent par former les plaques séniles. Donc en fait, cet aspect-là, cet angle-là, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et puis, naturellement, je suis resté un peu circonspect quand j'ai regardé un petit peu plus près les résultats de ces tests, les effets secondaires, etc. Mais je ne l'ai pas reçu comme, on en reparlera peut-être plus tard, comme un indice que l'hypothèse de la cascade amyloïde était obsolète et qu'il fallait penser à autre chose. Donc moi, je l'ai plutôt vu comme, malgré tout, une avancée. Et puis on attend, comme l'a demandé la FDA, les études complémentaires à 9 ans qui devraient permettre d'infirmer ou d'affirmer le potentiel de cet anticorps. Mais je l'ai reçu quand même malgré tout, de manière assez positive, avec tous les bémols qu'on peut avoir sur la procédure de la FDA, le fait qu'un comité avec 12 personnes donne un avis négatif, et puis que quand même il y a une procédure accélérée. Oui, mais quand même, on doit faire attention à ce qui va se passer dans les 9 ans. Enfin, il y a quelque chose qui est un petit peu suspicieux, je dirais, Mais je l'ai quand même, malgré tout, reçu comme un élément positif dans le fait que, au moins maintenant, on s'intéresse véritablement à des agrégats qui sont sans doute, eux sont d'une certaine manière anormaux, alors que l'amyloïde, elle, en général, tout le monde en produit. Donc, aller cibler la forme anormale, ça peut aussi peut-être éviter les effets secondaires liés à la reconnaissance de l'amyloïde naturelle, en fait, par ces approches immunologiques. On fait tous un tour de table, très bien. Moi, j'ai eu un peu un ascenseur émotionnel avec l'aducanumab. Il faut bien dire ce qui est. En 2016, il y a le papier de Sévigny et collaborateurs qui publie les résultats de la phase 1B, qui est phase toute précoce du médicament, où il y a des données chez l'animal, mais aussi des données cliniques préliminaires. Donc là, ils sortent des résultats incroyables. C'est-à-dire que l'essai était simplement fait pour voir si le médicament était bien toléré chez l'homme après être passé chez l'animal. Pas du tout fait pour montrer une éventuelle efficacité clinique. Et malgré tout, ils observent une efficacité clinique chez, alors c'est des petits groupes de patients, 15-20 patients, mais forte dose, traités pendant 12 mois. Non seulement il y a l'effet biologique, à savoir la diminution des plaques dont François Schekler vient de parler, mais également un ralentissement du déclin cognitif. Je dis bien ralentissement, pas arrêt. On n'est pas dans un médicament qui arrête, ni même qui guérit, qui permet une récupération, mais un ralentissement du déclin. Néanmoins, observer un ralentissement sur une étude non faite statistiquement pour le démontrer était quelque chose de très fort. C'est supposé un effet en dessous biologique, clinique très important. Donc ça a suscité des tonnes d'espoir. Je me souviens avoir lu ce papier et avoir une phase hypomane pendant quelques jours en me disant ça y est, on va enfin trouver quelque chose. Mais ça, c'était 2016. Et ensuite, il y a eu 2018, ils font la mars 2019, ils communiquent, ils font un communiqué de presse en disant que les essais qui ont suivi cette phase 1B, donc les 2 essais jumeaux dont on vient de parler, donc beaucoup plus grands, en population réelle, etc., un peu différents en soi, mais
adapté au pragmatisme clinique, on arrête le développement en milieu de parcours parce que futilité, c'est-à-dire on a analysé les données à mi-parcours et globalement la probabilité que ça marche à la fin de parcours est trop faible, donc on arrête. Voilà, donc là, grosse douche froide. Et après, on a à nouveau l'ascenseur émotionnel, puisqu'au mois d'octobre, ils font un communiqué de presse en disant oui, alors finalement, on a réanalysé les données avec la FDA, on a repris une partie des données qui avaient été censurées, etc., entre décembre quand ils ont arrêté et mars où ils ont communiqué. Et il y a une étude qui marche, l'autre qui ne marche pas, donc on va discuter avec les autorités américaines pour voir si on peut aller plus loin dans le processus. Et là, donc, il y a ensuite toute cette discussion avec la FDA, donc on arrive... Ils déposent le dossier, on arrive à cette réunion, donc un an après, en novembre 2020, avec les experts qui disent non, finalement le dossier déposé n'est pas convaincant. On se dit tous que ça va être abandonné. Effectivement, remettons quand même les choses à leur place. La FDA a abandonné la procédure d'autorisation standard du médicament, qui était celle pour laquelle la commission avait été sollicitée, avait donné un avis négatif. En revanche, elle a décidé de prendre un chemin de traverse, qu'est-ce qu'on appelle l'autorisation accélérée aux États-Unis, l'Accelerated Approval, qui est une autre façon de soumettre un dossier du médicament, qui est donc là du fait de l'industriel, qui a dit OK, on arrête la procédure standard, on va soumettre selon la procédure accélérée. Et là, il n'est pas besoin de démontrer une efficacité clinique, mais une efficacité sur un biomarqueur, sur un marqueur de substitution, qui sont en général des biomarqueurs. Et donc là, le marqueur de substitution qui a été choisi, c'était l'effet biologique sur l'amyloïde, ce qui est en soi controversé, et ce qui n'a pas été discuté avec la FDA, et c'est un point sur lequel on pourra revenir, mais le médicament a été autorisé dans cette voie sur la base de son effet biologique, comme le sont d'ailleurs beaucoup de médicaments, par exemple dans le cancer ou dans les maladies cardiovasculaires, où l'effet, c'est-à-dire la survie, le décès du patient est tellement loin qu'on utilise toujours des marqueurs de substitution, par exemple la durée avant récidive, le nombre de métastases, etc., qui sont des marqueurs intermédiaires, si vous voulez, mais qui sont classiquement utilisés pour réduire la durée avant que le médicament arrive sur le marché. Donc ça, c'est une procédure qui existe. C'est celle qu'a emprunté l'aducanumab en faisant un précédent, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on utilise ce marqueur, et pour autant, il n'a jamais été validé cliniquement avant, ce qui est en soi un problème. Donc on a ce nouveau haut émotionnel, et puis après, on a le nouveau bas, c'est-à-dire qu'au mois de décembre, l'Europe, l'Agence européenne du médicament, dit non. Les preuves d'efficacité clinique ne sont pas assez convaincantes et il y a des doutes quant à la sécurité. Et deuxième douche froide pour Biogen, c'est avril de cette année, où le CMS, qui est le Center for Medicare Services, qui est vous savez, un peu le remboursement public des médicaments aux États-Unis. Hein, vous savez que c'est essentiellement privé, mais pour les personnes âgées et pour les personnes très nécessiteuses, il y a un système public. En l'occurrence, pour les personnes avancées en âge, c'est Medicare. Donc ça représente à peu près 80% des assurés américains qui pourraient bénéficier de ce médicament. Donc c'est un gros truc. Ce CMS a dit non, on ne remboursera pas la duel. C'est pas assez, son efficacité n'est pas assez démontrée. Il y a des problèmes de sécurité. Enfin bref, même argumentaire que l'Europe. Et donc finalement, aujourd'hui, on se retrouve dans cette impasse, à savoir que les autorités ont donné une autorisation de mise sur le marché, mais personne en fait l'utilise. Il y a probablement une centaine de patients très riches américains qui bénéficient de perfusion, et c'est tout. Et maintenant, on attend plus de données, puisque voilà, à résultats gris, on attend, comme toujours en science, quand on a des résultats gris, on collecte plus de données, on obtient d'autres pour en avoir d'autres. Voilà mon ressenti. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, donc je vais juste appuyer sur 2 points. Le premier, c'est qu'effectivement, c'est bien important de comprendre que quand on est sur des traitements avec des anticorps, chaque anticorps va cibler spécifiquement une zone particulière, soit du peptide, soit des agrégats. Et quand on dit les traitements anti-amyloïdes, en fait, il faut vraiment entendre les traitements. C'est que chaque anticorps va cibler une zone différente ou une partie différente. Et donc, il faut surtout pas voir l'hypothèse amyloïde, à mon avis, remise
fondamentalement en cause par le fait qu'effectivement, on a eu une série d'échecs sur différents anticorps, mais qui ciblent à chaque fois des zones, des peptides ou des parties de peptides différents, des agrégats différents, etc. Donc ça, c'est vraiment la première chose, et là, je rejoins tout à fait Frédéric Schekler sur ce point-là. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'ascenseur émotionnel, je pense qu'on l'a tous vécu. Alors moi, je l'ai peut-être vécu un peu différemment, parce qu'en plus, quand la sortie des résultats et les questions d'approvals ont été débattues, j'étais pas du tout en clinique, j'étais en mobilité recherche, donc je l'ai vécu du côté on va dire non clinicien et non chercheur. Je faisais complètement autre chose à cette époque-là, et donc je l'ai vécu à la radio, et donc on avait les hauts et les bas, hein, et donc j'entendais oui, ça a été refusé, puis finalement après Bruno Dubois qui parlait, qui disait oui, dans un petit sous-groupe on a des résultats intéressants à forte dose, mais c'est vrai que quand on écoutait ça de l'extérieur, on se disait mais enfin, qu'est-ce qu'ils font, c'est oui, c'est non, voilà, ça avait une impression, ça m'a donné en tout cas une impression de l'extérieur, en tout cas un peu de bidouillage, et c'est vrai que c'est toujours un peu gênant et difficile à comprendre pour le public qu'un coup on dit oui, après on dit non, mais on dit une étude en sous-groupe, etc. C'est accepté d'un côté, c'est refusé de l'autre. C'est difficile à comprendre. Je pense que ce que tu as décrit sur la façon dont ça a évolué, c'est vraiment important. Les études, elles n'ont pas un résultat opposé. Les études, il y en a une qui dit qu'il semblerait quand même qu'il y ait une efficacité clinique, et l'autre qui dit simplement qu'il n'y a pas de différence entre prendre le médicament et pas le prendre, ce qui ne veut pas dire non plus que ça a un effet délétère. Je trouve ça toujours un peu difficile de dire une étude est négative. Elles ne sont pas négatives, elles ne sont pas positives, ce qui est un peu différent. La deuxième chose, c'est que moi, par rapport à ces traitements, je trouve qu'on ne s'attarde pas, d'un point de vue clinicien, il y a une question de taille d'effet, de qu'est-ce qu'on met en évidence dans ces thérapeutiques-là. Et moi, c'est là où ça m'interroge, en tout cas, sur ce traitement particulier, hein, qui est l'aducanumab, c'est que l'effet clinique qui est mis en évidence, il est quand même relativement modeste. Il faut être réaliste quand on lit les papiers. Voilà, on ralentit un peu la vitesse de déclin, mais si on regarde un peu des plus anciens papiers et des plus anciens traitements, et notamment les inhibiteurs d'acétylcholinéstérase, on a des effets thérapeutiques qui sont quasiment identiques, en fait, avec des médicaments qui sont à 30 € par mois. Voilà. Donc oui, il faut continuer à chercher, il faut continuer à chercher sur cette hypothèse-là, il faut quand même aller regarder aussi la taille d'effet qu'on veut mettre en évidence et les critères de jugement clinique et l'importance de l'impact que ça a au regard des effets indésirables, parce qu'on nous a quand même fait dérembourser des traitements qui donnent la nausée et des vertiges, et là on a des médicaments qui donnent 20% d'œdème cérébral, quoi. Voilà. Donc il faut, si on veut se mettre face à des effets indésirables qui sont potentiellement plus importants, et c'est ce que disait le professeur Amouyel en introduction, oui, les patients sont tout à fait capables d'accepter des effets indésirables importants, mais si on regarde ça, on a des effets thérapeutiques et des effets cliniques qui sont franchement significatifs. Et là, aujourd'hui, en tout cas, avec la DULEM et avec les données qu'on a, pour l'instant, il y a des effets. Est-ce qu'ils sont vraiment aussi significatifs que ça pour justifier la balance bénéfice-risque ? En tout cas, la décision des autorités, elle est de dire que ce n'est pas le cas. Et elle me paraît une décision, pour le moment, en tout cas, sage. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, j'ai une question un peu fictive que je vais surtout poser à Guillaume Sacco et Nicolas Villain. Si jamais l'agence réglementaire européenne avait autorisé l'aducanumab, avec les données qu'on connaît, est-ce que vous auriez proposé ce traitement à vos patients ? Question difficile. Je pense que là, il faut être très clair, c'est-à-dire il faut tout simplement se conformer à notre éthique, au code de déontologie. Et dans le code de déontologie, c'est aussi très clair, hein, on n'a pas le droit de cacher un traitement à un patient sous prétexte que nous-mêmes ne sommes pas convaincus. Donc, il faut en parler. Clairement, il n'y a pas à éluder le sujet. Hein, je pense qu'on est opposable même juridiquement en faisant cela. Donc, il faut l'aborder. Donc, imaginons ce traitement arrive. Donc, je vous dis, comme vous l'a dit Guillaume, c'est gris. On ne sait pas trop si ça marche. Il y en a une qui marche, l'autre qui ne marche pas. Sur la clinique, il y a des effets secondaires, etc. Donc, on est vraiment inconfortable pour le prescrire.
Et je voulais même rajouter que récemment, avec mon collègue Vincent Planche de Bordeaux, on a fait une méta-analyse en prenant juste les sous-groupes de l'aducanumab et de ses cousins qui, a priori, ont le même effet biologique. Et effectivement, on est à peu près dans cette idée-là, c'est-à-dire qu'on arrive pour le coup à passer la significativité statistique, mais ce n'est pas vraiment le but. C'est qu'on obtient une taille d'effet, un ralentissement de la maladie qui effectivement dépasse le bruit. On a l'impression que c'est autre chose que le hasard que fait ce traitement, ce qui est bien. Mais en soi, ce n'est pas très important. C'est en deçà, en tout cas, de ce qui a déjà été déterminé dans la littérature comme les valeurs minimales que doit requérir ce traitement. Un bémol quand même pour la comparaison avec les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, où je te trouvais quand même très dur, c'est que, c'est un effet à 18 mois sur des patients à un stade plus précoce qui, on sait, normalement, évoluent moins vite. Donc forcément, s'ils évoluent moins vite, on met en évidence une taille d'effet qui est moins importante. C'est un traitement qui est a priori, même s'il faudra le démontrer formellement, disease modifier. Donc on peut s'attendre qu'après 5 ans, par exemple, ou 10 ans, ou 15 ans, n'importe quoi, on ait une taille d'effet plus importante. Et c'est la valeur absolue de la taille d'effet, pas la valeur annualisée qu'il faut prendre en compte. Et alors qu'avec les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, en 6 mois, on a obtenu l'effet maximal et après, ça peut que diminuer. Donc bon, c'est vrai qu'il marche pour l'instant pas mieux, mais on s'attend, grosso modo, pour résumer, à ce qu'au bout de 5 ans ou 10 ans, quand même, il n'y ait pas photo entre les deux. Voilà. Donc ça, je me suis perdu dans mon explication et à la base, je voulais répondre à la question sur est-ce que je l'aurais prescrit. Donc, ce qui est compliqué, c'est que quand on a un médicament gris, eh bien, il faut présenter les données grises au patient et à son accompagnant, personne qui est là en consultation. Et parce que, évidemment, on est dans un traitement qui va être impliquant pour lui, c'est quand même des perfusions mensuelles. Il y a un certain nombre de risques qui ne sont pas négligeables. On est plutôt, pour l'aducanumab à forte dose, 35-40% de ces œdèmes cérébraux. Alors, ça fait peur, œdème, hémorragie cérébrale. Sachez que quand même, dans 99,5% des cas, ça se passe très bien. Ils disparaissent tout seuls, on suspend les perfusions un mois et puis après on reprend. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup d'informations, très complexes, des effets secondaires qui sont graves, mais qu'on sait quand même un peu gérer, mais de temps en temps, quand même, ça peut mal se passer. Une efficacité, on ne sait pas trop. Il y a une étude qui a marché, l'autre, sa jumelle, n'a pas vraiment montré que c'était différent du hasard. Qu'est-ce que vous voulez à partir de là ? Présentez ça en consultation. Bon courage. Autant vous dire que c'est des consultations extrêmement longues, extrêmement complexes, avec des gens qui, pour remplir les critères diagnostiques de maladie d'Alzheimer, présentent des troubles cognitifs. Donc voilà, c'est pas simple. Et je suis effectivement relativement soulagé que les autorités ne nous aient pas donné ça pour nous éviter ces moments très compliqués, à la fois pour nous, pour le patient, pour l'organisation des soins, pour plein de choses, mais même voilà, d'une relation de médecin-malade, une simple balance bénéfice-risque. Nous, on fait des prescriptions en tant que médecin, on n'est pas autorité de santé. Moi, je ne me pose pas, quand je prescris, mon rapport médico-économique dans la tête. Ça, ce n'est pas mon problème quand je prescris. Ça, c'est aux autorités du médicament, aux autorités de santé de prendre cette décision. Moi, je me pose la simple question de la balance bénéfice-risque. Est-ce que ça va être plus bénéfique pour mon patient que je lui prescrive par rapport au risque ? Parce que tout médicament a un risque. Vous prenez 8 comprimés de paracétamol, vous allez directement vous faire greffer un foie au CHU. Donc, tout médicament a un risque. Et on prend toujours ces deux voies en considération, et là c'était très compliqué, donc je suis content que les autorités nous aient dit non, pour le moment il n'y a pas assez, qu'on collecte plus de données pour y voir plus clair, pour être moins dans ça marche un peu mais on ne sait pas trop mais quand même, et les effets secondaires, oui il y en a mais un peu, mais pareil c'est pas très clair avec notre patient, et on n'aurait pas su vraiment avoir des éléments très clairs à proposer. Alors effectivement, heureusement que la situation ne s'est pas posée. Je partage absolument tout ce qui a été dit, sans aucune réserve. Il faut discuter avec les patients. Est-ce que je l'aurais proposé ou pas ? Je pense que j'aurais suivi, une fois les explications données, le souhait du patient, en fait, en lui exposant les faits tout simplement, et en disant voilà, voilà où est le risque, voilà où est le bénéfice pour le moment. Je pense que j'aurais quand même probablement un peu insisté sur le fait que on a des études qui sont pour le moins un peu discordantes. On a
en tout cas moi à titre personnel, je ne sais pas si tu l'as fait, mais moi j'ai signé une tribune disant qu'il fallait inciter quand même à la mise sur le marché de ce type de traitement-là, avec beaucoup de réserve, avec beaucoup de prudence, avec du suivi clinique, mais on a besoin d'avancer, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Il faut pas s'arrêter en fait. C'est pas parce que on trébuche qu'il faut s'arrêter de marcher en fait. Et le signal, je dérive un peu, mais le signal qui est donné aussi à tous les laboratoires qui développent du médicament, quand on a des médicaments pour lesquels on a quand même quelques signaux qui sont intéressants et qui derrière on arrive à non, en fait vous n'allez pas avoir de retour sur tous les investissements que vous avez faits, même si on a des signaux intéressants, même sous certaines contraintes très cadrées, très réglementées, avec du suivi clinique. Enfin, il y a tout un cadre à donner pour la protection des patients, etc. Mais c'est un mauvais signal qu'on donne aussi à nos partenaires, à mon avis. Voilà. Et donc j'aurais donné les informations aux patients si ils m'avaient dit oui, et si les autorités nous donnent le droit de prescrire, je l'aurais fait. Et s'ils m'avaient dit non, je ne l'aurais pas fait en fonction de l'information que je donne aux patients et avec l'accord des autorités. Merci beaucoup. Je crois Frédéric Schekler veut rajouter un mot. Non, je ne suis pas du tout prescripteur, je ne suis pas du tout médecin, mais il me semble que la pression des patients pour avoir la dernière avancée thérapeutique, elle vient surtout des patients qui ont un Alzheimer très avéré, j'imagine, parce que c'est en fait un dernier recours. Or, finalement, avoir un Alzheimer avéré, c'est pas l'indication de ce traitement. Ce traitement, ce sont pour les Alzheimer débutants. Donc, de ce point de vue-là, j'imagine que ça serait très difficile de dire à des personnes qui sont demandeuses, parce qu'elles ont un Alzheimer très avancé, oui, il y a effectivement un traitement qui est disponible, mais ce n'est pas pour vous. Vous êtes déjà un cas désespéré d'une certaine manière, je vais le réserver pour la personne qui vient avec ses premières petites plaintes cognitives. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu intuitif, mais je pense qu'il doit y avoir ce problème-là aussi dans la prescription. Je te laisse la parole après. C'est une bonne remarque. On a le même genre de questionnement sur les patients qui ont des formes vraiment très avancées, avec notamment les inhibiteurs d'acétylcholinésterase ou la mémantine, où il y a un moment où de toute façon on n'a plus de preuves scientifiques de l'efficacité des traitements. Là aussi, je pense qu'en fait, revenir aux données scientifiques et expliquer que là, on ne sait pas ce qu'on fait si on vous prescrit ce médicament-là alors que vous avez une forme avancée de la maladie. On ne sait pas ce qui va se passer, on n'a aucune donnée de la science. Et oui, vous pensez que peut-être ça va vous être bénéfique et ça va vous faire du bien, mais en réalité, on ne le sait pas et peut-être que ça va être délétère. Et ce n'est pas une option fantaisiste de dire que potentiellement ça va être délétère. On a vu des anticorps monoclonaux qui aggravaient les patients dans certains essais, et qui ont été arrêtés d'ailleurs au début des années 2000. Donc quand on ne sait pas, je pense qu'on a un principe de... Alors, j'aime pas du tout le principe de précaution, mais on a un principe de vigilance minimum à avoir. Il faut expliquer aux gens et leur dire, moi je ne sais pas, et quand je ne sais pas, je reste très vigilant, et sur ça, je ne le ferai pas parce qu'on n'a vraiment aucune preuve de bénéfice. Et ce n'est pas que je n'ai pas envie de vous soigner, on va vous soigner, et ce n'est pas parce qu'on ne prescrit pas un médicament qu'on arrête de vous prendre en charge. Il y a plein d'autres choses à faire que le médicament dans la maladie d'Alzheimer. Donc là, effectivement, on parle du médicament, mais il y a plein d'autres choses à faire, et ce n'est pas parce qu'on ne prescrit pas un médicament qu'on arrête de vous soigner, qu'on arrête de vous prendre en charge. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais maintenant, je vous propose qu'on aborde plus précisément les causes des échecs, même si on a un peu commencé à effleurer des éléments de réponse. Alors, juste si je reprends donc déjà ce que vous avez commencé à dire en début de séance, et si j'ai bien compris, ce qui ne marche pas, c'est pas tant la cible amyloïde en elle-même, que plutôt ce qu'on essaie de viser à l'intérieur de cette grosse cible, que ce soit le peptide, ou les agrégats. Donc il ne faudrait pas nécessairement abandonner cette hypothèse, mais la peaufiner encore un peu plus, l'amender en quelque sorte. Donc ce serait une des façons de poursuivre la recherche.
Et est-ce qu'une autre façon, ça ne serait pas aussi de revenir sur les conditions méthodologiques dans lesquelles sont montés les essais cliniques? Est-ce qu'on peut aborder la question on l'a fait un peu tout à l'heure, mais revenir sur la question des critères d'efficacité à l'un desquels on décide de se prononcer sur l'efficacité biologique et clinique des médicaments? Sur les designs aussi comparatifs des essais, sur le nombre de personnes qu'on inclut, à partir de quand on décide de les inclure. Est-ce que ces éléments-là, qui sont agencés de telle ou telle façon dans un essai, de tel autre dans d'autres essais, est-ce que ces éléments, ils sont peut-être parfois aussi à l'origine de l'inefficacité des traitements parce que la méthodologie n'est pas optimum, on va dire? Je pense que la question qui consiste à dire finalement qu'en fonction de ces différents échecs, il faut jeter la cascade amyloïde, le bébé, l'eau du bain, enfin la totale, c'est une erreur. Je m'explique. Comme on disait tout à l'heure, amyloïde, c'est un nom un peu empirique qui couvre toute une multitude d'espèces qui sont soit des espèces précurseurs de l'amyloïde, autrement dit, l'amyloïde est formé à partir d'une protéine un peu plus grande, soit des espèces qui sont générées à partir de l'amyloïde. Et on en connaît, et je reviendrai là-dessus très rapidement. Ce que je veux dire, c'est que il faut revenir aux aspects génétiques de la maladie d'Alzheimer. Je pense que c'est absolument indubitable que les formes génétiques qui sont les formes, j'allais dire, les formes précoces, agressives, mineures de la maladie, ont toutes montré que si ce n'est un lien avec le peptide amyloïde, c'est un lien avec son précurseur, l'APP. Et que donc, d'une certaine manière, à chaque fois qu'on avait une mutation qui donnait une forme agressive de maladie d'Alzheimer, on avait une modification de la production d'amyloïde, mais aussi des coupures de ce précurseur. Donc ça veut dire quoi, ça? Ça ne veut pas dire que tout vient de ce précurseur ou de l'amyloïde, hein, parce qu'il y a aussi une chapelle sur une autre protéine qu'on appelle la protéine Tau, qui est importante, mais on sait maintenant que ce ne sont pas des chapelles séparées et qu'il y a des liens directement entre l'amyloïde et la protéine Tau. Donc ça, c'est la première chose. Ce sont les formes-là, j'allais dire, génétiques, autosomales dominantes, c'est-à-dire vous avez une mutation, vous avez la maladie. Et puis il y a d'autres formes génétiques. Il y a Jean-Charles ici dans la salle qui pourrait en parler, puisque lui dit que finalement la maladie d'Alzheimer, ce sont que des formes génétiques. Il y a les facteurs de risque, les facteurs de susceptibilité. Et on en a justement, dans le cadre de Distals, identifié, Jean-Charles notamment, énormément. Et pour certains, c'est quand même assez troublant de voir que ça touche toujours plus ou moins l'environnement ou de l'APP, de sa biologie ou de l'amyloïde. Donc ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on a plusieurs aspects génétiques. Alors un facteur de risque, il faut bien revenir à ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez une mutation sur une gène. Ce n'est pas absolument certain que vous ferez la maladie d'Alzheimer. Et puis si vous n'avez pas de mutation sur ce gène, c'est absolument pas certain que vous ne développerez pas une maladie d'Alzheimer. Mais on a quand même un réseau extrêmement concordant de choses qui sont centrées sur l'amyloïde. Donc allez dire, parce que, et ça a été écrit ça, parce que certains essais cliniques ont montré que le peptide amyloïde, quand on interférait avec sa production ou avec sa dégradation, on n'avait pas d'interférence avec le déclin cognitif. C'est, à mon avis, une erreur et c'est complètement oublié toute une série de résultats. Alors je voudrais justement revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans les formes sporadiques, qu'on appelle sporadiques, ce n'est pas le peptide amyloïde qui est formé plus, il est moins dégradé. C'est-à-dire que ce peptide, dans les cas de sa production naturelle, comme je disais tout à l'heure, il est produit et puis il est éliminé. Et puis il y a des fragments de cet amyloïde qui, eux, sont pas dégradés, sont produits, s'agrègent extrêmement rapidement et produisent en fait le corps de ces plaques amyloïdes. Et il y a un anticorps qui a été développé, qui s'appelle le donanemab, et qui est plein d'espoir aussi, parce qu'il intervient justement sur l'espèce majeure dérivée du peptide amyloïde, mais un petit peu plus courte, qui s'agrège et qu'on trouve extrêmement tôt dans la pathologie. Tôt, TOT, pas comme la protéine.
Et donc, les essais, c'est une phase 3 en ce moment qui est développée. Il y a sur quelques patients là aussi eu visiblement un effet de stabilisation de déclin cognitif. C'est très intéressant parce que justement d'interférer avec cet anticorps sur cette espèce joue aussi sur la pathologie tau. Et ça, c'est quelque chose qui était extrêmement intéressant parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment des liens entre ces deux pathologies. Alors, tau, c'est peut-être plus distal, c'est peut-être plus impliqué dans les déficits cognitifs en tant que tels. Mais dans l'étiologie, quand on veut chercher l'étiologie, il faut remonter un petit peu la cascade. Et en fait, la vérité, c'est que plus vous êtes haut dans cette cascade, moins de chances vous avez d'avoir des déficits cognitifs. Donc, l'argument de dire, vous voyez, quand il y a des gens qui ont des plaques ou qui ont beaucoup d'amyloïdes et qui sont cognitivement sains, donc l'amyloïde n'a rien à voir, c'est une ineptie, ça. Parce que cette personne qui est bourrée de plaques séniles et qui n'a pas de déficit cognitif, si elle décède comme ça et qu'on s'aperçoit de ça, on peut difficilement la ressusciter et voir si elle n'était pas en train de développer une maladie d'Alzheimer avec une course de développement un petit peu différente. Donc je pense que il faut rester. Nous, au laboratoire, on travaille sur une autre espèce qui est le précurseur, qui n'est pas l'APP, mais qui est le précurseur de l'amyloïde, et qui est dans nos systèmes cellulaires, mais aussi dans nos systèmes de murins. Et il faut bien avoir des systèmes précliniques, des modèles précliniques de la maladie. Donc ce sont des souris qui, naturellement, c'est difficile de leur demander de répéter 5 mots, c'est difficile de leur demander de se déshabiller et de se rhabiller, mais on peut quand même essayer de mesurer leurs aspects cognitifs en termes d'apprentissage et de mémoire. Donc ce sont des souris dans lesquelles on a inséré les gènes dont on sait qu'ils sont responsables de formes génétiques agressives humaines. Bon, ce sont des souris qui donc développent les lésions attendues. Ça va être l'accumulation de tau, mais ça peut être aussi l'accumulation de stigmates neuro-inflammatoires, par exemple. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a identifié, par exemple, une espèce qui est une espèce précurseur d'amyloïde. Donc, bien sûr, elle est en amont de la production d'amyloïde et qui est extrêmement toxique dans ces modèles de manière complètement indépendante du peptide amyloïde. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des espèces encore qui sont dérivées de l'APP, si vous voulez, et qui pourraient rendre compte de la pathologie et qui réconcilient finalement les aspects génétiques qui concernent l'APP et les aspects cliniques qui sont liés à différentes espèces d'APP. Donc je pense que bon, il ne faut pas mettre un trait sur l'aducanumab, c'est quand même le propos de cette table ronde, mais il y a aussi d'autres espèces qui sont dérivées de l'APP, qui sont liées à l'habitat, soit à l'amyloïde, soit parce que ce sont les précurseurs, soit parce que ce sont des dérivés toxiques, et qui sont encore des cibles qui, à mon avis, ne sont absolument pas à oublier, pas loin d'être obsolètes. Je suis complètement d'accord avec François. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Frédéric, pardon, excusez-moi. Ça commence bien pour la mémoire. On va essayer de continuer sans oublier les éléments clés. Alors, c'est amyloïde, tau, je ne sais plus. Donc, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a énormément de données scientifiques solides qui ont été cumulées ces 30 dernières années sur l'hypothèse amyloïde. Et même si elle explique probablement pas tout ce qu'on aurait aimé qu'elle explique, et ça, c'est quand même la réalité probablement des dernières années, elle est quand même là et elle joue un rôle. Ça, je pense que c'est indéniable et que personne ne peut le nier. On ne fait pas de diagnostic post-mortem ou sans qu'il y ait de l'amyloïde. Ça n'existe pas, des maladies d'Alzheimer en fait, sans amyloïde. Donc, qu'elle soit causale, conséquente, elle est précoce, elle a forcément un rôle. Les formes génétiques, c'est que sur la voie amyloïde. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever, on ne peut pas toucher à ça. Après, effectivement, ce qu'on peut faire varier, en revanche, c'est sa taille et son rôle. L'amyloïde est là, dans l'Alzheimer. Est-ce qu'elle est causale, comme l'a supposé l'hypothèse de la cascade amyloïde après la découverte au début des années 90 de ces formes autosomiques dominantes dont parlait Frédéric ? C'est bon, j'ai retenu. Il n'y a qu'un mot, c'est plus simple. Au début, probablement pas, malheureusement, pour toutes les formes non autosomiques dominantes. C'est à mon avis, en revanche, l'enseignement, je pense, de ces dernières années, à la fois sur les essais thérapeutiques, mais en dehors,
En dehors, je pense notamment au fait que cette protéine Tau, qui est, en tant que clinicien, je l'aime bien parce qu'elle est très bien corrélée aux symptômes de mes patients, contrairement à l'amyloïde, hein, comme disait Frédéric, les gens peuvent être bourrés d'amyloïde et avoir 0 symptôme. Tau, ça ne marche pas du tout. Hein. C'est très bien corrélé aux symptômes. En revanche, tout le monde a de la pathologie Tau à partir de 70 ans. Un petit peu, dans le lobe temporal interne, dans une partie qui s'appelle le cortex entorhinal. Tout le monde en a. Et ce, même chez des gens qui n'ont pas encore d'accumulation d'amyloïdes. Donc, il y a clairement une voie parallèle. Une voie parallèle dans laquelle la pathologie Tau peut se développer et qui est probablement, par effet synergique qu'on ne maîtrise pas encore très bien, mais boostée par l'arrivée de l'amyloïde par un autre mécanisme. Donc, on imagine très bien, en tout cas c'est ma vision de la maladie, qu'il y ait plusieurs voies qui mènent à Rome, et Rome étant malheureusement la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs voies qui se mettent en route dans les formes sporadiques de la maladie et qui entraînent cette cascade délétère d'agrégation de protéines et de mort neuronale. Et effectivement, quand on va en cibler une, même très fort, comme avec ces anticorps qui vont nettoyer complètement ces plaques, et je pense qu'il y a énormément de données, même si je les connais moins bien que vous, sur la toxicité intrinsèque de ces plaques neuronales, mais aussi sur la toxicité de la réaction inflammatoire qui est autour. Il y a un vrai rationnel à juste nettoyer ces plaques et même juste ce peptide sans toucher les formes toxiques que vous avez identifiées. Et pour autant, quand on fait ça, même quand on est au stade précoce, eh bien, ça marche peut-être, on ne sait pas trop encore, mais en tout cas, si ça marche, c'est clairement pas spectaculaire. C'est pas spectaculaire alors que la cascade nous faisait dire que ça devait être spectaculaire, vu le rôle de cette protéine. Donc là, clairement, on a une discordance quand même sur laquelle il faut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse. Et à mon sens, en tout cas, même si elle ne remet pas en cause le rôle de la protéine amyloïde dans l'Alzheimer, elle fait en tout cas réduire sa taille, son importance. C'est une cible certes importante, mais qui, à mon avis, ne doit pas être seule. Et c'est en ça que je pense ces résultats nous aident à avancer, comme dans le VIH, comme dans la tuberculose, comme dans le cancer. Vous n'avez jamais une monothérapie. On ne donne jamais un seul médicament. On en donne plusieurs en même temps, qui ciblent différentes voies de ces maladies qui sont très complexes. Eh bien, je pense que pour l'Alzheimer, il va falloir qu'on en arrive là. C'est évidemment plus compliqué parce que c'est le cerveau. Le cerveau, c'est un peu étanche par rapport au reste du corps à cause de ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Donc, ce n'est pas si simple de dire ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'à défaut de remettre en cause complètement la cascade, on a l'impression que cette cascade n'a pas une efficacité aussi importante qu'on l'aurait espéré. Et donc, il va falloir qu'on arrive à ces polythérapies, une qui va cibler amyloïde, une qui va cibler tau, une qui va cibler certains aspects de l'inflammation, etc., pour enfin avoir des tailles d'effet, donc une réduction du déclin vraiment pertinente sur le plan clinique, tout en espérant évidemment réduire les effets secondaires. Je vais répondre un peu différemment, ou en tout cas une autre partie de la question qui était posée, qui était sur le design des études et les critères de jugement sur les études sur les anticorps monoclonaux notamment qui ont été réalisés. C'est un grand débat qu'il y a depuis des années sur notamment pourquoi on utilise certains scores d'évaluation de la mémoire qui sont des scores qui sont complexes mais pour lesquels la pertinence, on va dire, clinique au quotidien pour les patients n'est pas forcément vraiment très marquée. Hein. Qu'est-ce que c'est d'avoir 42 sur 48 ou 18 sur 30 ou 14 sur 30 ? Qu'est-ce que ça change au quotidien pour les patients ? Et finalement, le fait de varier de 2 points, de 3 points, de 4 points sur ces échelles-là, quelle est la pertinence clinique réelle sur notamment la qualité de vie, l'autonomie des gens, etc. Donc il y a un vrai débat autour de ces critères de jugement. Ça, c'est la première question. Après, une partie de la réponse à ces débats-là, c'est que ces échelles cliniques qu'on utilise, notamment sur l'efficience des échelles d'efficience cognitive, alors aujourd'hui, on fait plutôt des critères combinés, hein, on associe plusieurs échelles ensemble pour justement essayer d'être un peu plus spécifique et un peu plus sensible, mais sont des échelles qui sont bien validées, on sait qu'ils sont
bien reproductibles. Dès qu'on va sur des questions on va dire, de qualité de vie ou d'intérêt, de bénéfice pour le patient sur des aspects plutôt de qualité de vie, etc., c'est beaucoup plus difficile d'avoir des choses qui sont reproductibles. En science et dans les essais cliniques, on veut des choses qui soient carrées, qui soient robustes. Donc il faut trouver le bon équilibre et c'est pas forcément évident. Le deuxième point sur la façon dont on va juger dans les essais cliniques, c'est la question de quand est-ce qu'on traite. Parce que c'est vrai que dans les premiers essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer, on faisait des diagnostics qui étaient relativement tardifs, on traitait des patients qui avaient déjà des formes, on va dire, modérées de la pathologie. Et aujourd'hui, on dit qu'il faut traiter très précocement, donc on inclut des patients qui sont sur des formes débutantes, qui ont des déficits cognitifs qui sont très légers, voire il y a des essais sur des patients qui sont asymptomatiques. Et donc, on sait que chez les patients qui sont plus débutants, la pathologie évolue d'autant plus lentement qu'on va traiter précocement. Et donc, pour faire varier ces fameuses échelles qui sont des fois pas très sensibles au changement, on ne va pas avoir de résultats sur l'échelle, alors même qu'il peut y avoir des effets thérapeutiques. Enfin, on en est tous, malgré tout, intimement convaincus. Et donc, si on veut arriver à améliorer ça, on a deux possibilités, en gros. Soit on arrive à développer des outils qui sont plus sensibles au changement. Alors nous, on essaye de travailler dessus en se disant que peut-être des outils numériques qui font du suivi très régulier au quotidien avec certains marqueurs numériques, en fait, pourraient permettre d'avoir plus de sensibilité au changement en suivant vraiment le patient quotidiennement, on va dire, minute par minute, parce que on a des outils. Quand on a un téléphone dans la poche, on l'a tout le temps, et le téléphone, il nous permet de donner plein d'informations en fait, sur ce qu'on fait et comment on vit au quotidien. Donc ça pourrait être un élément. Le deuxième élément, et je vous expliquerai après pourquoi le deuxième élément il n'est pas fait, c'est le temps pour lequel on suit les patients. Si on suit les patients plus longtemps, même si on a un petit changement chaque mois, au bout d'un moment, le petit changement va devenir de plus en plus grand. Et donc, on va le mettre en évidence. Le problème, c'est que suivre un patient sur un essai clinique contrôlé, randomisé pendant 5 ans, ça coûte extrêmement cher. Et donc, les laboratoires, aujourd'hui, ils n'ont clairement pas la capacité financière pour développer des essais sur les modalités telles que les essais qu'on fait actuellement sur 5 ans, 6 ans. Et c'est aussi pour ça quand même, malgré tout, que la proposition de la FDA de mettre à disposition le traitement et de dire on se revoit dans 9 ans et si dans 9 ans vous n'avez vraiment rien montré, on arrête les frais, elle n'est pas complètement aberrante d'un point de vue de la réflexion scientifique en tout cas. Juste, je vous laisse après, mais le point du long terme, alors j'ai longtemps entendu ça, et en fait, non, je ne suis pas d'accord parce qu'ils lancent aujourd'hui des essais chez les patients sur les formes précliniques. Il y a Roche qui lance Skyline pour le gantenerumab, mais il le lance sur l'étude A4, lancée par Isa Sperling 2013. Elle inclut 1500 patients, 2 bras, 750 dans chaque bras, avec 10 ans de suivi. Ils sont capables en fait de le faire. Ils le font pour les essais précliniques. Ils le font pour... Donc, Lilly le fait, il en lance un deuxième avec le donanemab. Eisai le fait pour le lecanemab avec EHEAD 345. Et Roche le lance pour Skyline dans les formes précliniques. Et c'est tous des essais à 5 ans. Donc en fait, ils sont capables de le faire financièrement, finalement. Et c'est en ça, je trouve qu'ils nous rabâchent ce discours que non, c'est trop cher, etc. Et j'ai été le premier à y être sensible. Effectivement, c'est faramineux, lancer un essai sur 5 ans, il n'y a pas de doute. Mais ils le font quand ça les intéresse. Et donc, quand ils se disent, oui, finalement, je peux m'en sortir en montant des données un peu bancales à 18 mois chez des patients symptomatiques, eh bien, on s'en contente. C'est un peu polémique ce que je dis, mais en fait, je m'interroge et j'ai beau remuer ce problème dans la tête, j'arrive pas à trouver la réponse. Moi, je voulais juste revenir un petit peu avant l'intervention de Guillaume sur l'argument selon lequel, parce que quand on abolit qu'on efface les plaques des cerveaux, c'est d'une certaine manière la preuve que l'amyloïde n'est pas centrale et qu'il y aurait d'autres voies qui soient impliquées. Je pense que cet argument, alors qu'il y ait d'autres voies impliquées sûrement, mais je pense que cet argument ne tient pas vraiment. Et je m'explique pourquoi. Parce que je pense que ça rejoint le problème des biomarqueurs. Peut-être qu'on en parlera un petit peu après. Mais
on a accessibilité aux plaques et on n'a pas accessibilité à des espèces qui peuvent être des espèces intracellulaires qui s'agrègent dans les neurones et qui sont indépendantes des plaques. Et peut-être que d'abolir les plaques et de ne pas voir d'amélioration énorme, ça met quand même de côté toutes les possibilités autres qui sont aussi dérivées, soit de l'amyloïde, soit de l'APP, comme j'en parlais tout à l'heure. Ce n'est pas absolument la preuve que parce qu'on a plus de plaques, mais qu'on n'a pas changé le déclin cognitif, que cette observation veuille dire qu'il y a automatiquement d'autres voies. Ce n'est pas l'argument que je prendrais pour dire qu'il y a une autre voie qui intervient parce qu'on obère la possibilité à mon avis, on n'obère pas la possibilité. On ne voit pas, à mon avis, des déterminants qui peuvent être utilisés comme biomarqueurs qui sont en amont, en fait, de la production des plaques. Peut-être que c'est déjà un peu tard. Et comme on touche les plaques, mais qu'on ne touche pas le déterminant important pour la toxicité, eh bien, on abolit, on efface les plaques du cerveau sans affecter le déclin cognitif. C'est simplement une question de cinétique, en fait, d'apparition. Alors, cinétique liée à l'APP, à l'amyloïde, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais peut-être aussi, naturellement, d'autres processus qui font intervenir tôt, ou la neuroinflammation, ou le calcium, ou d'autres choses. Mais du coup, si on en vient maintenant à aborder la troisième thématique de cette table ronde qui va toucher à sa fin d'ici une vingtaine de minutes, vous pouvez peut-être poursuivre, si vous voulez, sur ces biomarqueurs. Quelles sont les futures pistes pour la recherche à l'avenir ? Quels biomarqueurs il faut cibler, il faut privilégier ? Et aussi en matière de diagnostic précoce, est-ce qu'il faut vraiment continuer dans cette voie à se dire que plus on va agir précocement, plus on agit tôt, plus on se donne les moyens d'enrayer ce processus physiopathologique et sur quel type de patient en fait on teste ces traitements et quels moyens logistiques et organisationnels on se donne pour trouver ces patients à un stade très précoce et pour les inclure. C'est une vaste question. Alors sur la question des biomarqueurs, autres biomarqueurs, je passerai la main, je ne me sens pas suffisamment compétent pour répondre. Sur la question, par contre, de comment, déjà de l'intérêt de les prendre en charge précocement et sur la question de comment mettre en place en fait des actions pour recruter les patients à des stades précoces dans la maladie, il y a deux éléments différents de réponse. Le premier élément, c'est qu'effectivement, on est tous quand même convaincus, et par les données cliniques, hein, du fait que plus les patients sont diagnostiqués précocement, plus on améliore, on va dire, la trajectoire de soins des patients au sens large du terme, même si on sort au-delà de la question médicamenteuse, hein, et ça a bien été démontré. C'est important parce que les gens modifient aussi leur style de vie, on améliore la prise en charge au sein du parcours de soins et on limite ou on décale les complications qui surviennent dans le temps. Les gens apprennent à vivre avec leur maladie, les aidants apprennent à vivre avec la maladie du patient, ils se forment, ils s'éduquent aussi à la pathologie, les patients s'éduquent à la pathologie, on s'éduque d'autant mieux à une maladie qu'on est en capacité cognitive de le faire. On le voit bien avec des tentatives qu'on fait nous sur le centre mémoire de groupes d'éducation thérapeutique du patient. Aujourd'hui, on voit que dès que les patients ont des stades même modérés de la pathologie, alors qu'on arrive à communiquer, à échanger très bien avec les gens au quotidien, on ne donnerait pas forcément l'impression qu'ils sont malades. En fait, les oublis à mesure sont déjà bien présents et d'une séance sur l'autre, les éléments qu'on donne d'éducation thérapeutique sont oubliés en fait, et donc on n'arrive pas à montrer de bénéfice pour le patient. Par contre, on montre un bénéfice pour l'aidant. Et donc peut-être que si on les éduquait encore plus tôt à ces problématiques-là, parce qu'on les a diagnostiquées plus tôt, on aurait aussi un bénéfice pour le patient et pas que pour l'aidant. Donc là, il y a vraiment un intérêt, moi j'en suis intimement convaincu, à faire du diagnostic le plus précoce possible, y compris sur le plan clinique au quotidien.
et ça permettrait aussi, dans le même temps, de répondre à cette problématique justement de si les gens sont diagnostiqués précocement parce que ça a un intérêt clinique, on arrive du coup en ayant un pool plus grand de patients diagnostiqués tôt à proposer plus largement l'inclusion dans les essais cliniques. Parce que nécessairement on augmente notre nombre de recrutements. Après, il y a une autre question sur le recrutement, c'est un problème de communication. Tout simplement dans les essais cliniques. Si on arrive à bien communiquer envers le grand public, à faire des campagnes de communication, de sensibilisation, de dépistage, la journée par exemple d'aujourd'hui, ça peut être l'occasion aussi de faire des grandes campagnes de dépistage et d'aller finalement trouver des gens, faire de l'information. C'est le meilleur moyen de recruter les gens à des stades précoces, parce que quand il y a un problème, la plupart du temps, quand même, les gens, ils arrivent chez nous. La question, c'est que souvent, quand ils viennent chez nous avec un problème, je l'ai encore vu hier, c'est des problèmes qui sont importants, qui sont graves, des formes qui sont évoluées, et ça ne correspond pas du tout à nos critères pour l'inclusion dans les essais cliniques actuellement. Moi, je peux revenir à peut-être la partie plus biomarqueur. Naturellement, le problème des biomarqueurs, c'est naturellement à quel moment on va identifier ou essayer de suivre quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on cherche des biomarqueurs très précoces, on ne les connaît pas, et on se retrouve dans des situations où c'est un peu la boîte noire. Alors, je parlais tout à l'heure des formes génétiques, des formes sporadiques. Alors, on a quand même beaucoup appris des formes génétiques pour les formes sporadiques. L'avantage des cohortes de personnes qui sont des personnes qui ont pratiquement toutes les malchances de développer une maladie d'Alzheimer, c'est que l'historique familial fait qu'on peut identifier des cohortes dont on sait qu'ils développent ces biomarqueurs précoces automatiquement, puisque peut-être ça va être à 50 ans, peut-être ça va être un petit peu plus tard, mais ils vont développer la maladie. Et donc, c'est une des manières d'essayer de déterminer des dénominateurs communs entre ces différents malades dans ces cohortes, par des approches qui sont des approches des omics maintenant, qui permettent de voir comment sont modulés les gènes, comment sont modulées les protéines dans ces cohortes. Alors, ce qui est clair, c'est que, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui concernent tout ce qui est APP, amyloïdes, etc. Ça, c'est indubitable. Mais on trouve aussi ce qu'on appelle des clusters de gènes ou de protéines modifiées qui touchent par exemple à l'immunité, qui touchent à la neuroinflammation. Il y a eu des très belles études qui ont été faites là-dessus. Alors, le problème qu'il y a, c'est que naturellement, dans cette étiologie, on essaye de remonter un petit peu pas à pas vers la cause, le trigger, le déclencheur de tout ça, qui sont peut-être d'ailleurs plusieurs et qui sont en coordination. Mais c'est vrai qu'on ne sait toujours pas si c'est quelque chose qui est le plus précoce, etc. Mais on a quand même des pistes, parce que ce sont sur des cohortes où les gens sont encore asymptomatiques. C'est ce qu'on essaye de voir. Un biomarqueur, ça doit être quelque chose qui permette très très tôt de voir, de prédire finalement le développement de la maladie. Alors je suis toujours un petit peu étonné quand je vois que en clinique, parce que moi je ne suis pas encore une fois clinicien, mais en clinique, on continue, mais je peux comprendre pourquoi, parce que ce sont les seuls outils qui existent, mais on continue à examiner les ratios à bêta-42 sur à bêta-40 et les fausses photos. Je ne suis pas loin de penser que c'est quelque chose qui est véritablement un peu obsolète et qui doit de toute façon être combiné à d'autres approches, c'est-à-dire l'imagerie, etc. Mais je pense qu'on est déjà un petit peu tard déjà dans ces... Et si on veut vraiment interférer avec soit le déclenchement, soit la progression de la maladie, il faut vraiment remonter plus haut, plus avant. Et on est un petit peu bloqué pour les formes sporadiques, mais on peut apprendre des formes génétiques et des améliorations techniques aussi qui permettent d'avoir des screenings de plus en plus larges, comme on le fait pour les
pour les gènes de susceptibilité de la maladie au sein du labex distal. Alors, je suis à peu près d'accord avec vous tous, même si j'avoue être quelqu'un qui croit davantage dans les modèles probabilistes, évidemment en dehors des formes autosomiques dominantes qui sont tout à fait singulières sur le plan biologique. Et en ça, les modèles probabilistes, notamment je pense au papier de Giovanni Frisoni qui a été publié cette année dans le Nature Reviews Neuroscience, qui distingue 3 formes de maladies d'Alzheimer biologiquement, une forme déterminée avec ses formes autosomiques dominantes, et puis les 2 autres sont des formes sporadiques qui sont plus ou moins déterminées génétiquement selon la présence ou non d'un gène de susceptibilité qui est le gène ApoE4. Mais dans ces 2 formes-là, en tout cas, il y a ce qu'on appelle le modèle probabiliste, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'avoir ce background génétique. Il y a des facteurs environnementaux épigénétiques qui vont intervenir, interférer et provoquer ou pas la maladie. Et pourquoi je mentionne ces aspects théoriques, c'est finalement pour amener à ces diagnostics précliniques. Alors, on a publié l'an dernier avec le professeur Dubois un article assez pragmatique clinique qui s'oppose à cette vision américaine qui est de définir la maladie par ses aspects purement biologiques, qui est en soi pertinente. Scientifiquement, on a le droit de définir un processus pathologique par ses aspects biologiques. On le fait bien pour le diabète. Le diabète, on n'attend pas que les gens aient des symptômes. Plus de 1,26 g dans le sang, x2, à 3 mois d'intervalle, et vous êtes classifié diabétique. Il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème avec diagnostiquer et traiter, contrairement à ce que disait M. Amouyel. Pourtant, j'étais d'accord sur le traitement. Autant traiter un biomarqueur, ça me paraît quelque chose qu'on fait en pratique clinique. On le fait notamment pour les diabétiques. On le fait aussi pour certains cancers qui sont complètement asymptomatiques. Donc, on le fait. La question est, on le fait parce qu'on sait que c'est des patients qui vont absolument s'aggraver. On le sait aussi parce qu'il y a des thérapeutiques. Donc, il y a toujours une finalité à faire ces diagnostics précoces avec un biomarqueur. Effectivement, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui, on sait que cette maladie, on peut la diagnostiquer avant les premiers symptômes, avant même les biomarqueurs qu'on utilise à l'heure actuelle en clinique et qui sont probablement déjà obsolètes. Mais la question est, dans quel but ? Pourquoi ? Et je pense que c'est ce qu'on va débattre après, donc je ne vais peut-être pas trop m'avancer. Mais ce qu'on a observé, en tout cas, nous, de façon plutôt pragmatique, c'est que, notamment dans l'étude Insight qu'avait lancée le professeur Dubois en 2013, quand on prenait même des gens qui ont 75 ans, qui sont cognitivement normaux, qui ont déjà pas mal d'amyloïdes dans le cerveau qu'on mesure en PET, donc on est déjà même assez tardivement par rapport à ce que disait Frédéric Schekler, eh bien, vous les prenez 5 ans après, eh bien, il y en a 15 sur 88 qui ont développé une maladie d'Alzheimer. Donc, d'où ce modèle probabiliste. Vous voyez, évidemment que l'amyloïde est là, ou évidemment qu'elle a probablement une toxicité, évidemment, sauf que ça n'arrive pas si vite qu'on le croit, et qu'il y a d'autres facteurs qui jouent et qui font que, d'un point de vue pragmatique, finalement, traiter, cibler, diagnostiquer des gens qui, dans leur majorité, leur grande majorité, ne développeront aucun symptôme de leur vivant, au moins à l'heure actuelle et avec l'espérance de vie moyenne de nos populations. Pourquoi ? Bon, voilà, c'est un peu l'introduction du débat suivant. Autant, voilà, si on a un déterminisme important, je pense par exemple d'autres modèles de présymptomatiques en médecine, comme la maladie de Huntington. Prenez la maladie de Huntington, si vous avez tant d'expansion de triplés dans votre gène de la Huntington, vous avez beau avoir 5 ans, 15 ans ou 25 ans, eh bien on saura qu'à peu près à tel âge, selon l'âge de vos parents, vous aurez des symptômes, 100% des cas. Là, évidemment, ce n'est pas la même chose de lancer des traitements préventifs sur des gens chez qui on sait qu'il y a une pénétrance complète, c'est-à-dire un déterminisme génétique très fort qui vont faire que les gens ont développé des symptômes. Dans le cas de l'Alzheimer sporadique, ce n'est pas le cas, comme je vous le disais. Même si les gens ont déjà des processus biologiques de maladie d'Alzheimer à l'œuvre, ce n'est pas dit que ça donne des symptômes. Donc, ça rajoute une complexité supplémentaire. Je suis un peu d'accord avec ce que vous dites. Mais imaginons maintenant qu'on ait déterminé un biomarqueur commun à ces formes génétiques et formes sporadiques. Parce que naturellement, c'est la véracité de ce biomarqueur qui fait qu'on peut prédire qu'il va y avoir une évolution, un glissement vers la pathologie. Alors vous me dites, oui, mais on va peut-être traiter quelqu'un qui ne va pas développer maintenant la maladie, ou ça va être beaucoup plus tardif. Alors je prends l'exemple, par exemple,
d'un biomarqueur qu'on aurait identifié comme étant absolument crucial, ça c'est le postulat de départ, chez des patients qui ont des formes génétiques. Bon. On sait parce que leur histoire familiale fait qu'ils vont développer cette maladie. Et ces personnes viennent et sont testées et on s'aperçoit qu'effectivement, elles ont le gène qui malheureusement va donner la maladie. On ne sait pas si ces personnes qui viennent à 40 ans, elles vont le développer à 45, à 50, à 55 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? On traite quand même ou pas ? C'est ça le truc. Or, pour les formes sporadiques, c'est la même chose. Sous réserve qu'on ait identifié des dénominateurs communs et des biomarqueurs véritables de la pathologie, peu importe combien de temps ils vont mettre pour développer la maladie, à mon avis, il faut traiter. On ne traite pas l'hypertension en attendant que la personne ait un infarctus. On traite l'hypertension dès qu'on sait que la personne a de la pression artérielle qui est haute. Eh bien, alors naturellement, le postulat, c'est qu'on a vraiment identifié de manière véritable, etc., le biomarqueur. Hein. Mais je pense que quelqu'un qui aurait cette marque biologique et qui, quel que soit son âge, et qui peut-être va développer effectivement un Alzheimer 5 ans après ou peut-être 35 ans après, parce que finalement ça peut arriver, je pense que c'est avéré de penser qu'on puisse entamer un traitement, même si on n'est pas certain que le bénéfice soit immédiat. Et de toute façon, si on part du principe que concomitamment, il y a d'autres aspects qui viennent se greffer là-dessus et qui font que ça va amplifier, exacerber la pathologie, c'est toujours bien finalement de pouvoir limiter le substratum à tout ça. Donc moi je crois que, alors naturellement, encore une fois, le postulat de tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'on a identifié les d'ailleurs biomarqueurs qui sont indubitablement responsables du déclenchement de la pathologie. Et donc c'est pour ça que je reviens aux formes génétiques. Mais je suis complètement d'accord aussi que les formes génétiques et les formes sporadiques ont une biologie complètement différente aussi. Mais est-ce qu'il y a là-dedans quand même des dénominateurs communs qui n'ont pas encore été complètement identifiés ? Et dans un cas où c'est très agressif et précoce, la composante environnementale, par exemple, est moins importante pour le développement parce que la mutation a pris le pas sur le développement et que, par contre, dans les cas des formes sporadiques, effectivement, la contribution de tout ce qui est environnemental pèse plus, entre guillemets, parce que l'évolution est plus lente, plus tardive. Je ne sais pas, ça c'est quelque chose qu'on peut toujours discuter. En fait, je pense qu'on est d'accord. Et je pense que vous avez complètement raison en disant qu'on va traiter l'hypertension avant qu'elle ait ça. Ce que je veux dire, c'est que dans notre vocabulaire, on propose d'utiliser le terme de sujet à risque de développer la maladie parce qu'ils ont des biomarqueurs qui montrent que les processus biologiques sont à l'œuvre. Ce qui change la donne par rapport à... Et du coup, si on traite, on est dans une démarche de prévention chez des sujets à risque. Ce qui, du coup, change la donne par rapport à traiter des sujets qui souffrent d'une maladie. Ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes bénéfices-coûts, ce n'est pas les mêmes rapports économiques, etc. au niveau national, au niveau des politiques de santé. Et voilà, effectivement, on va traiter l'hypertension, on va traiter la dyslipidémie parce que c'est des traitements pas chers, c'est des traitements sûrs, c'est des traitements... Voilà, on ne va pas donner des immunothérapies de manière préventive. Moi, ça me paraît complètement fou. Après, probablement que ça me paraît fou en 2022, mais que ça ne me le paraîtrait peut-être pas en 2032. Mais ce que je veux dire, c'est que cette complexité sur le déterminisme nous oblige à faire passer ces éléments dans une case de risque et donc d'attitude préventive, ce qui nous fait changer la donne sur notre attitude thérapeutique et sur la façon dont on doit envisager les traitements dans cette population. Alors, je vous propose qu'on s'arrête là pour les éléments de réponse. Je vous remercie beaucoup d'avoir été aussi précis et copieux. C'était un débat très riche. On va maintenant laisser la parole à la salle. Je vous invite à poser des questions. Je pense qu'il nous reste une dizaine de minutes. Alors, je ne vais pas poser des questions, mais je vais faire des commentaires. Alors, je vais faire des commentaires parce que je représente ici, non pas les maladies neurodégénératives, que je connais un petit peu, mais je suis vice-président de la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé. Et à ce titre, je pense que j'ai un certain nombre de commentaires à vous faire.
Alors d'abord, j'ai quelques points. Vous avez parlé de douches froides au début, en disant que vous aviez tous eu des douches froides. Alors simplement, je voudrais vous rappeler que les douches froides, elles sont d'abord pour les patients, effectivement. Et on a vécu ça dans toutes les maladies neurodégénératives, une que je connais particulièrement, la sclérose en plaques, où tous les 6 mois, dans les 30 dernières années, on avait un nouveau médicament qui a mené tous les patients dans nos cabinets pour nous dire qu'ils voulaient le nouveau traitement, et on leur expliquait que ce n'était pas encore tout à fait ça. Je vais m'arrêter là-dessus, mais pour pouvoir parler de finalement quel est le rôle des agences de régulation. Alors, il y a d'abord celles qui évaluent le bénéfice-risque. Je ne vais pas parler de la FDA, on en parlerait longtemps, je vais parler de l'agence européenne. L'agence européenne a eu le dossier à disposition de ce médicament, aducanumab. Et vous savez qu'il y a eu un certain nombre d'allers-retours avec le laboratoire, avec les résultats des essais thérapeutiques. Et finalement, sur les résultats de ces discussions, de ces compléments d'évaluation, l'agence européenne a considéré que le bénéfice-risque des patients qui seraient soumis à ce traitement n'était pas positif. Et je vous incite éventuellement, si vous voulez des détails, à aller voir sur le site de l'agence. Il y a une discussion méthodologique. Je vous rappelle que dans l'évaluation des bénéfices et risques des médicaments, il y a des règles méthodologiques qui font qu'on évite un certain nombre de choses que nous avons vécues pendant la période du Covid. Et donc, la question qui se posait, et la question qui se pose vis-à-vis de ce traitement, est de savoir si c'est le 301, celui qui est négatif, qui a la raison, ou celui qui est le 302, qui est positif, qui a raison. Et donc, il y a dans ces conditions-là quelque chose qu'on appelle l'équipoise, c'est-à-dire qu'en recherche clinique, quand il y a autant d'arguments pour l'un que pour l'autre, ça veut dire qu'il faut continuer de la recherche, et donc faire de la recherche. Alors on peut comprendre, et ça c'est le deuxième point sur lequel je voudrais aller, que les patients aient envie de bénéficier, et les médecins, parce que quand on a un traitement, il y a des choses qui changent, effectivement, que les médecins aient envie d'un traitement. Et donc, il y a ce qu'on appelle les procédures d'accès précoce. Alors, les procédures d'accès précoce, elles ont été mises en place, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ces procédures d'accès précoce, dès qu'un bénéfice-risque est un petit peu positif, on voit ça beaucoup dans le cancer, dans les maladies rares actuellement, à ce moment-là, sur la présomption d'une efficacité, on a la possibilité de mettre en place effectivement un accès précoce sous réserve que l'on puisse démontrer par la suite qu'effectivement cette présomption est confirmée. Je vous rappelle, si ça vous intéresse, que dans le cancer, quand on regarde effectivement les accès précoces par rapport aux résultats qui ont été confirmés, 30% à peu près sont confirmés par la suite. Donc, il faut que nous ayons les moyens, et je reviens vers vous, cliniciens, à ce moment-là, je l'ai été, il faut que nous puissions avoir des études post-inscription, si on le fait, de qualité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je vous rappelle, je sais aussi, j'ai beaucoup travaillé, puisque j'ai accompagné pendant le plan des maladies neurodégénératives les cliniciens qui traitent les maladies d'Alzheimer. Quand l'HAS a déremboursé les médicaments, je vous rappelle qu'en 2011, on avait demandé aux cliniciens français de faire une étude des médicaments anti-Alzheimer dans un PHRC qui n'a jamais eu lieu. Je ne sais pas si celui qu'on a mis en place à la fin du plan est en cours à l'heure actuelle. Mais il y a un vrai sujet aujourd'hui des études post-inscription avec des données qui doivent être des données de qualité méthodologique suffisante pour pouvoir être validées et pour pouvoir être prises en compte. Les agences ensuite qui remboursent ou qui déremboursent, qui sont la Haute Autorité de Santé en France, mais ça va se modifier puisqu'il va y avoir une évaluation européenne, prend en compte une évaluation comparative, prend en compte l'intensité de l'effet, prend en compte la qualité de vie. Et je vous incite que tous à, dans les essais thérapeutiques, mettre en place tous ces facteurs. Vous avez parlé de biomarqueurs tout à l'heure, mais il faudrait savoir de quel type de biomarqueurs, marqueurs de quoi? Est-ce que c'est des marqueurs de la pathologie?
Est-ce que ce sont des marqueurs d'un effet thérapeutique? Ce n'est pas du tout la même chose. Je vous incite à faire attention aux exemples que vous prenez en dehors des maladies neurodégénératives. Vous avez pris le diabète. Le diabète, le glucose, la glycémie n'est pas un biomarqueur considéré aujourd'hui dans le diabète comme pertinent, puisque quand on diminue de manière excessive la glycémie, les gens meurent un peu plus. Et deuxièmement, la glycémie, la baisse de la glycémie n'est pas un biomarqueur des effets cardiovasculaires majeurs qui se développent au cours des années. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai participé à beaucoup d'études sur le diabète. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a démontré que les glyphosines avaient un effet. Et cet effet, il ne s'exerce pas par la glycémie, mais par d'autres aspects. Je parlais de biomarqueurs diagnostiques, qu'on soit d'accord, clair. ok, parfait. Non, mais il ne suffit pas de traiter la glycémie pour prévenir les accès cardiovasculaires, les risques cardiovasculaires. D'accord, voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Le dernier point que je voudrais quand même dire, c'est sur les maladies neurodégénératives. Alors j'ai une expérience de la sclérose en plaques, qui est une maladie neurodégénérative après un certain temps. Et on pourrait considérer peut-être que l'amyloïde, c'est finalement la même chose que les manifestations immunologiques du début de la maladie, qui met en jeu ensuite un mécanisme dégénératif. Ce mécanisme dégénératif qui tue les cellules, qui n'est plus obligatoirement en relation avec le mécanisme du départ. Et donc, on a un peu influencé la dégénérescence dans cette maladie-là, mais elle continue, on n'empêche pas la maladie d'évoluer, même si on retarde cette évolution. Et donc je crois qu'on a effectivement, dans les mécanismes de destruction cellulaire, un certain nombre peut-être de recherches à continuer, parce que je rappelle également que dans le Parkinson, le traitement vis-à-vis de l'alpha-synucléine, pour le moment, dans les essais thérapeutiques du moins que j'ai vus, n'a pas confirmé effectivement qu'en ciblant l'alpha-synucléine, on avait encore un impact sur les signes cliniques. Donc voilà, je resterai prudent sur tous ces aspects. J'en développerai peut-être d'autres ce soir en conclusion. Je connais un peu le problème de l'alpha-synucléine, puisqu'on travaille au laboratoire sur maladie d'Alzheimer et maladie de Parkinson, mais là aussi, c'est extrêmement fragmentaire de parler de l'alpha-synucléine. L'alpha-synucléine, c'est un monde en soi, avec des formes agrégées, des formes tronquées, et donc dire que l'alpha-synucléine, pour l'instant, il n'y a pas de résultat, c'est sans doute parce qu'on est très tôt, en fait, dans les études qui concernent l'alpha-synucléine. L'alpha-synucléine, c'est quand même le composé majeur des corps de Lewy. Ça a une importance majeure dans la maladie de Parkinson, ce qui a d'ailleurs été démontré aussi par le fait que des formes génétiques sont liées à des mutations sur l'alpha-synucléine. Juste deux petits éléments de réponse, puis je vous laisse, Jean-Charles. Effectivement, pour le diabète, que ce soit clair, je disais qu'on traite à partir de 1,26, non pas que ce soit notre objectif thérapeutique, mais que ce soit le biomarqueur diagnostique. Et en revanche, on utilise un deuxième biomarqueur, qui est l'hémoglobine glyquée, que vous connaissez très bien, puisque vous avez fait, qui est un objectif thérapeutique, qui va varier avec des cibles différentes d'un sujet à l'autre. Et on ne va pas attendre qu'il y ait glycosurie ou pas, qu'il y ait syndrome polyuropolydipsique comme objectif thérapeutique. Donc, je pense que voilà, c'est juste pour clarifier mes propos sur le diabète. Deuxième chose, quand même, l'ambiguïté. J'entends votre discours sur les agences et leurs critères. Il y a la FDA, qui est une agence aussi, qui a ses critères, qui représente 330 millions de personnes dans le monde. Et il y a une autre agence, qui est l'agence européenne, qui a 450 millions de personnes qui représente, qui a aussi ses critères. Donc je pense aussi qu'au niveau macroscopique, quand les gens voient le débat au niveau international, il y a même donné, une agence prend une décision blanche, l'autre prend une décision noire. Je pense qu'aussi c'est des éléments qui interpellent et qui ne doivent pas nous faire rendre une vision manichéenne des choses, à savoir l'Europe c'est bien, ils font les choses bien, ils ont bien regardé dans le détail, les Américains ils font n'importe quoi, regardez d'ailleurs ce qu'ils ont fait en Irak. Enfin, vous voyez, il ne faut pas faire des raccourcis et je pense qu'on a cette obligation de traiter les éléments du débat et la complexité de ces éléments du débat et que le temps qu'ont passé les autorités américaines à étudier ce dossier sont aussi respectables et ont pris en compte les éléments du bénéfice, du risque
et des effets secondaires. Juste 3 commentaires. Première chose, dans le cas de la génétique, bon, alors en l'occurrence c'est ma spécialité, il est important de définir que évidemment un traitement ne peut pas fonctionner si on ne connaît pas la pourcentage ou le nombre de personnes qui sont capables de répondre au traitement. Au-delà de l'efficacité du traitement, est-ce que ce traitement s'adresse à 10, 15, 50% ou 80%? Si évidemment ce traitement ne s'adresse qu'à 20% de la population susceptible de répondre, si on prend une population générale, on va gommer l'effet potentiellement détectable. C'est-à-dire que là, on rentre dans le domaine de la médecine personnalisée et il est vraiment nécessaire de savoir dans quelle population on s'adresse pour savoir si le traitement peut être efficace. On en est juste au début à ce niveau-là. Je ne serais pas surpris que ces traitements basés aux anticorps soient très efficaces dans certaines sous-populations qu'on n'est simplement pas capable actuellement de détecter. Et les génétiques vont probablement commencer à nous donner des réponses à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est qu'au-delà de ce qu'on pense de la commercialisation de ce traitement, elle a un effet indirect qui est très intéressant. Elle remet les entreprises pharmaceutiques dans le jeu. Parce qu'en fait, un certain nombre de ces entreprises pharmaceutiques avaient commencé aussi à se retirer de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, tout simplement parce qu'elles pensaient qu'un traitement ne pouvait pas être développé. La FDA, sa décision, va probablement remettre en partie un certain nombre d'acteurs qui s'étaient retirés dans cette recherche, et ça, n'importe comment. C'est un effet qui est plutôt bénéfique pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer, même si c'est complètement indirect. Alors, troisième point, j'aimerais juste répondre d'un point de vue personnel sur peut-être l'introduction maladroite du monsieur juste avant, en supposant que la douche froide pour les cliniciens et chercheurs, et c'était avant tout pour les patients. Les chercheurs et cliniciens ne sont surtout pas en dehors de la société. Ils sont complètement impliqués dans le travail qu'ils font parce qu'ils ont conscience de l'impact sociétal qu'ils peuvent avoir. Et un deuxième point, ils ont aussi des familles et ils sont aussi tout à fait concernés par rapport à ce type de pathologie. Et je pense que c'était un point nécessaire aussi à dire. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'avais juste une question. Je croyais qu'on aurait abordé cette question. Et du coup, mais comme ça n'a pas été fait, je la pose. Par rapport à la controverse récente sur certaines publications scientifiques qui sont un peu à la base, qui sont censées être un peu à la base de l'hypothèse sur la cascade amyloïdale. Et apparemment, alors je ne suis pas compétent pour parler dans les détails de la controverse, mais apparemment il y a eu certaines publications qui ont été mises en cause, dont les images notamment ont été mises en cause, je crois de Sylvain Lenné en 2006. Et apparemment, voilà, il y a des images dont on met en cause l'intégrité scientifique parce qu'il y a des reproductions d'images et, dans plusieurs papiers et apparemment provenant des mêmes tests alors qu'il devrait s'agir de tests différents et sur de données qui n'ont jamais été reproduites. Et je voulais savoir dans quelle mesure en fait ça remet en cause l'hypothèse elle-même ou si ça revient juste à une question d'intégrité scientifique. Alors il y a deux aspects là dans votre question. C'est est-ce que on est étonné par le fait que quelquefois on ait des problèmes d'intégrité scientifique. Ça existe dans tous les domaines. Vous avez suivi peut-être aussi ce qui s'est passé pour le Covid. Je pense qu'on n'est pas plus surpris que ça. Le papier dont vous parlez, c'est un Nature de Karen Shao avec Sylvain Lenné. En gros, pour être un peu caricatural, il n'y a qu'eux qui ont toujours travaillé là-dessus. C'est-à-dire que, globalement, avant qu'il y ait ces aspects de manipulation, moi je ne connais pas le dossier, hein, donc je parle avec des guillemets, de manipulation des images, ce fragment, qui est un fragment star, peu importe la nomenclature, AB53 star, ce sont des formes extrêmement agrégées, mais de très haut poids moléculaire, de très haute masse. Personne, avant ces révélations, n'avait réussi à reproduire ces résultats. Donc moi, je travaille aussi dans ce domaine-là. C'était naturellement un travail qui interpellait. C'était un papier dans Nature. Nature, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quand même la Bible, le Graal pour les chercheurs qui publient notamment en biologie. Ce fragment, il était presque anecdotique dans le domaine. Donc c'est sûrement pas ça qui va remettre quoi que ce soit en cause sur l'hypothèse amyloïde, qui d'ailleurs il s'échappait un petit peu de ces aspects-là, sauf que c'était toujours lié à l'APP dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a deux aspects. Ça remet personne. Je suis pas absolument certain que énormément de groupes aient
drastiquement changer leur point de vue ou leur projet de recherche en fonction de ce travail. Parce que très rapidement, vous savez si vous le reproduisez ou pas. Et pour la majorité des cas, en tout cas moi, c'était mon cas, j'ai pas réussi à reproduire ça, mais en fait, il n'y a jamais eu de follow-up, comme on dit, sur ce fragment dans la littérature. Hein. Donc ça date de déjà pas mal de temps. Et puis pour l'intégrité scientifique, bon là, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que bon, la nature humaine est faite de telle manière que, avec la pression qu'il y a pour avoir des postes, pour tous ces aspects-là, que des étudiants en thèse ou en postdoc manipulent un peu des images et qu'ils amènent des images à leur chef de labo qui n'a pas été voir exactement ce qu'on appelle les raw data, c'est-à-dire des data brutes, quoi, les premières images. Ça peut arriver, hein. C'est quelque chose qui... Mais bon, ça, c'est la pression du... Ce jeune homme, à ce moment-là, a eu un magnifique poste tout de suite à l'INSERM, je peux vous dire. Il est rentré à l'INSERM comme une fleur. Il avait fait cette magnifique... Maintenant qu'il y a ces manipulations, je ne pense pas qu'il soit viré de l'INSERM. Encore que, je ne sais pas. Parce que c'est quand même assez grave, quoi. Parce que... Oui, bon, après le dossier assez... On est dans un cas d'espèce, oui. Je veux dire, quand on est revenu sur ces résultats, visiblement, on a trouvé des dizaines et des dizaines de manipulations sur d'autres articles. Donc, bon, on voit aussi le directeur du labo, donc, où était Sylvain Lenné, qui dit qu'il y avait un article qui était soumis avec des résultats de Sylvain Lenné et que ce directeur s'est aperçu qu'il y avait sans doute des choses un peu bizarres et qu'au moment de le soumettre, donc ils ont retiré cet article et il n'a plus du tout aucun rapport avec Sylvain Lenné. Autrement dit, du sang de ce juste, je me lave les mains, quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ce qui peut être vu comme étant un petit peu facile parce que ça arrive quand même 15 ans après la bataille, quoi. D'accord, merci. Non, je posais la question juste parce qu'apparemment l'article est très cité. Et du coup, Vous savez, les citations, ça ne veut pas dire que vous citez d'un point positif ou d'une manière négative. Je pense que là, c'était sans doute positif, mais quand vous avez un Nature qui sort comme ça et que vous travaillez, par exemple, sur la maturation protéolytique de l'APP et que vous dites qu'il y a la bêta, ben vous le citez en disant, et puis il y a un nouveau peptide qui est sorti et vous citez le Nature. C'est pas parce qu'il est cité 3000 fois que... vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas passer à côté quand on fait d'une certaine manière une discussion ou une introduction, quand on est dans le domaine, sur ce domaine-là, on ne peut pas ne pas le citer simplement sur une présomption que moi je ne l'ai pas retrouvé. Ça, c'est des résultats qui pourraient être bizarres. On ne fait pas ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour compléter aussi, moi je trouvais que l'édito dans Science était un petit peu sensationnaliste sur le fait qu'il tentait de faire dire que cette fraude, qui est probablement avérée, hein, je ne sais pas les détails, mais partons du principe qu'elle est avérée, remettait complètement en cause l'hypothèse de la cascade. Ça, je pense que c'est complètement faux en revanche. Hein. Il y a ce papier qui a été très cité certes, mais toute l'hypothèse ne repose pas sur ce papier. Enfin, il y a des tonnes de papiers, ceux de l'équipe de Frédéric et de plein d'autres dans le monde. Donc là, par contre, c'est très clair. Enfin, je pense que... J'ai personnellement écrit un édito qui disait exactement ce que vous dites là. C'est-à-dire, on est devant un cas d'espèce bien précis, mais ce n'est pas pour autant que l'hypothèse amyloïde c'était pas sur ce papier-là qu'était basée l'hypothèse amyloïde, je veux dire. Il faut juste réfléchir en termes de temporalité. On est sur un papier de 2006. L'hypothèse amyloïde, elle date de bien avant 2006, hein, tout simplement. Donc, et puis, la question de la reproductibilité des résultats, elle est hyper importante. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un labo dans le monde qui a émis l'hypothèse amyloïde et puis depuis, plus personne n'a refait les résultats. Enfin, tous les laboratoires qui travaillent sur le sujet dans le monde entier depuis 20 ans, 30 ans, reproduisent systématiquement les mêmes résultats avec des équipes différentes, des modèles différents, voilà, des réactifs différents, et on arrive toujours... à la conclusion qu'il y a un lien entre amyloïde et Alzheimer.
On a épuisé le temps de la table ronde, mais alors j'ai quand même 2 questions et 2 remarques. Ma première remarque, c'est que je vous ai quand même trouvé assez indulgent avec, non pas l'agence, il ne s'agit pas d'être pro-américaniste ou anti, ni même avec la FDA en tant que telle, mais cette décision de la FDA de mettre sur le marché ce médicament, d'autoriser la mise sur le marché de ce médicament à ce moment-là, avec les bases qu'ils avaient, alors que tout un tas de gens très 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 compétents, y compris ce groupe de 20 experts indépendants qui avaient tous dit il ne faut pas y aller, ça a quand même été une très très grosse surprise avec des effets cliniques quasiment nuls, sauf à haute dose, et à haute dose des effets secondaires très gênants, sans parler du prix et du suivi que ça nécessitait. Et donc je trouve que certes, on est tous dans l'impatience d'un traitement, mais moi j'ai pas trouvé... moi, j'ai plutôt été satisfait par la décision et de l'agence européenne et de l'agence japonaise, parce que c'est pas non plus que l'Europe et les États-Unis, mais il y avait certains commentateurs, y compris américains et non des moindres, estiment que l'agence américaine, par cette décision, s'est décrédibilisée, qu'elle est allée à l'encontre de ses propres règles, et que, y compris dans la façon dont elle a collaboré avec le laboratoire, il y a des choses vraiment problématiques. Donc je pense que c'est vraiment important de le rappeler. Juste un mot, je pense que il y a 2 options là. Soit la FDA dit non, ça n'a aucun intérêt et tout s'arrête. Soit la FDA dit, bon, il y a des études, effectivement, une où il n'y a pas d'effet, une où il y a un effet relativement faible, mais on va voir à 9 ans ce qui va se passer. Et ça, au moins, a l'avantage de faire que Biogen continue sur cette approche, avec malgré tout la possibilité que à 9 ans, on ait des résultats encore plus positifs. Donc, à partir du moment où on n'a pas d'avis péremptoire et qu'on connaît le dossier, que via ce on n'a pas eu le dossier de la FDA, que la FDA a eu en main, mais ou pas complètement, je veux dire. À partir de ce moment-là, bien sûr qu'on est tous d'accord qu'ils ont été un petit peu vite, et si c'était un médicament qui venait de l'Europe, ça serait peut-être pas passé, la validation par la FDA, mais ça a au moins l'avantage de ne pas complètement couper cette porte. Mon deuxième point, j'entends bien l'idée que, évidemment, ce n'est pas une épreuve cruciale, et évidemment, on ne peut pas, à partir d'une décision d'un échec thérapeutique, si on considère que c'est un échec, remettre en cause une hypothèse qui en plus a différentes formes, qui n'a cessé de se raffiner, cette hypothèse amyloïde, depuis la première fois où elle était formulée. Pour autant, j'ai participé au jury de thèse de Timothy Daly, qui a notamment travaillé sur cette question de l'hypothèse amyloïde et de sa popularité chez les scientifiques, pas seulement en France, dans le monde entier. Et par moments, on se dit, OK, il ne faut pas l'abandonner totalement, ça joue un rôle, elle est parfaitement démontrée. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'il vous faudrait pour commencer à en douter sérieusement, non pas de sa présence, du fait qu'elle joue un rôle, mais de la centralité que cette hypothèse joue dans les investissements que l'industrie pharmaceutique met depuis des années dans cette hypothèse. J'ai compris qu'il fallait la sauver, il ne fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais à l'inverse, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour douter? Et j'avoue que par moment, je ne sais plus. Je pense que les arguments, notamment les arguments génétiques dont je parlais, font que il y a un substratum qui est quand même extrêmement fort. Et en fait, vous mettez le doigt simplement sur les avancées de la recherche. Les avancées de la recherche, elles ont maintenant établi qu'il y a sans doute lié à l'APP ou à des formes même d'amyloïdes quelque chose d'autre que la forme canonique de amyloïde telle qu'elle avait été énoncée par les tenants de cette hypothèse, qui peuvent être impliqués. Et ça, c'est vraiment, typiquement, une meilleure compréhension des mécanismes et de formation et des différents déclencheurs à partir de l'APP qui peuvent rendre compte des aspects génétiques. Mais il y a simplement la question qui est qu'est-ce qui fait qu'on pourrait ne plus croire à l'hypothèse amyloïde. Alors si c'est croire à l'hypothèse amyloïde en tant que stricto sensu le seul responsable de la maladie d'Alzheimer, je ne crois pas que personne continue à véritablement penser ça, mais qu'il y ait un rôle indubitable qui fait qu'il y ait un argument qui fait qu'on ne puisse pas
continuer à penser que alors ce que j'appelle cascade amyloïde, mais ce qui est lié à l'APP, en tout cas, puisse avoir un rôle, ça, je pense qu'il n'y a pas d'argument qui, de manière péremptoire, permettrait de dire non, cette hypothèse, elle est fausse dans l'état actuel. Et peut-être mon dernier point pour finir, mais Philippe Amouyel a évoqué la participation des patients. On sait que dans le champ du sida, à partir du moment où les patients eux-mêmes, les familles ont été impliquées, y compris dans la réflexion sur les hypothèses de recherche, sur la stratégie de recherche, ça a changé. Donc je sais pour recruter, c'est important de bien communiquer, mais probablement les impliquer bien davantage et bien en amont dans la réflexion sur les stratégies. Et ce serait intéressant d'avoir un débat citoyen éclairé sur cette question, sur quelle est l'hypothèse. Est-ce que vous considérez qu'avec tant d'échecs drivés par cette hypothèse, il faille continuer dans cette voie? Et puis par ailleurs, on sait quand même que j'entends bien le modèle qu'ont été les formes génétiques pour penser les formes sporadiques. Enfin, on n'est plus dans les années 90, et notamment cette forme late qui représente cette nouvelle entité pathologique décrite dans Brain en 2019, où on dit à peu près un tiers des personnes qui ont actuellement un diagnostic de maladie d'Alzheimer pourraient avoir une autre pathologie. Je ne vous donne pas l'acronyme exact de cette encéphalopathie, mais donc ça complexifie quand même par rapport aux symptômes, cette entité unique maladie d'Alzheimer, caractérisée par 2 lésions bien connues depuis une centaine d'années. Et donc, est-ce que vous ne croyez pas que l'implication plus grande des familles, des patients eux-mêmes, des citoyens dans ces stratégies de recherche, ça pourrait ouvrir d'autres portes, ou est-ce que c'est pure démagogie ? C'est évidemment pas pure démagogie, ça paraît fondamental. C'est pas si simple que ça. En tout cas, moi, ça me paraît pas si simple que ça au quotidien, même si on y travaille beaucoup, et notamment avec les associations de patients. Je sais qu'on a les représentants de France Alzheimer 06 qui sont là notamment. On essaie de travailler au quotidien main dans la main là-dedans. La différence quand même notable, même si elle n'explique pas tout, entre notamment le VIH que vous évoquez, c'est que dans le VIH, on était face à des patients jeunes, on était face à des patients qui étaient en pleine capacité sur le plan cognitif et qui avaient un enjeu vital immédiat avec des gens qui mouraient en 5 à 10 ans au début de la maladie. Et donc c'était probablement peut-être plus simple de travailler avec ces gens qui avaient ce profil-là, avec les patients qui ont des maladies d'Alzheimer, notamment des formes sporadiques, dont on sait qu'elles sont chez des patients plus âgés, quand qu'on diagnostique encore malheureusement à des stades encore tardifs où il y a des troubles cognitifs qui sont déjà installés. C'est probablement plus compliqué. Je pense qu'il faut se tourner aussi vers les aidants qui peuvent nous aider plutôt dans cette réflexion, même s'il ne faut surtout pas mettre de côté les patients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de réflexion, c'est que, alors moi, je suis ni taoïste ni amyloïdiste, je suis pragmatique, et je pense que tout le monde l'est. Hein. Je dis pas que vous l'êtes pas du tout, loin de là. Mais il y a plein d'autres essais, il y a plein d'autres voies, et je pense que c'est le principe de la recherche. Enfin, je veux dire, là, on parle de l'aducanumab, et donc chacun défend son petit précaré parce que on a des convictions aussi, mais quand on est chercheur, on est ouvert à la réflexion, et il y a plein d'autres domaines. Aujourd'hui, on a des essais sur la neuroinflammation, il y a des essais sur des études multidomaines, des essais de prévention. Enfin, on s'arrête pas du tout en recherche à l'hypothèse amyloïde, et il faut surtout pas bloquer là-dessus. Je suis complètement d'accord avec votre remarque. Il faut être ouvert, il faut continuer. Oui, c'est vrai que pour l'instant, on est frustré par ça, et on espère que les autres voies donneront des résultats différents, et que il faut rester ouvert. Juste dernier mot, et puis après je pense qu'on va être court, c'est ça au niveau du temps. Moi je rejoins complètement cette hypothèse que la maladie d'Alzheimer, faut cibler plusieurs cibles, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et la pathologie TDP43 agrégée dans le lobe temporel interne sous forme de late fait clairement partie des choses que j'avais en tête, donc ça me paraît aussi indispensable. Le seul point que je voudrais juste qu'on clarifie dans le débat, c'est que vous dites finalement tout le monde se focalise là-dessus, mais en fait, moi, je ne suis pas dans les boards des labos. Ce n'est pas moi qui leur dis faut faire l'amyloïde. Enfin, vous voyez, ce n'est pas moi qui lance des essais à $1 milliard dans le monde. Et donc, ce n'est pas nous, chercheurs académiques, qui... Certes, Frédéric s'intéresse à l'amyloïde, mais moi, je m'intéresse plutôt aux biomarqueurs ATO, Guillaume Sautori aux outils digitaux.
c'est pas nous qui dirigeons les investissements des compagnies privées. Donc là, c'est une dimension en fait qui nous dépasse. Et c'est vrai que moi, je sais pas. Si j'ouvrais une compagnie, clairement, je ciblerais pas l'amyloïde, mais c'est pas le cas. Et je pense que les compagnies m'écoutent pas beaucoup. Et voilà. Et donc c'est aussi ça la dimension du jeu. Et juste pour revenir pour la FDA, en fait, parce que clairement c'est un débat que j'ai suivi vraiment de très près. Et je pense qu'il faut dire les choses clairement. Il y a des procédures juridiques enclenchées par la Chambre des représentants et le Congrès. Donc clairement, il y a un aspect effectivement de suspicion de collision de lien d'intérêt. Et je ne suis pas indulgent du tout là-dessus. Là où j'ai été plus indulgent, c'est qu'il faut regarder factuellement ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas autorisé le médicament sous la voie standard, mais sous la voie conditionnelle, qui ne suppose pas l'efficacité clinique. Donc ils n'ont pas eu... Non, mais... Dans leur texte, attention, je dis les faits, je ne juge pas. Je dis juste comment ça va se passer devant un tribunal. Il leur dit, on peut présupposer un bénéfice du fait de cet effet biologique. L'effet biologique, ils le démontrent. Et donc c'est sur cet argument-là qu'ils l'ont fait. Et là où je trouve, et c'est un article qu'on a publié avec Vincent Planche dans le JAMA Neurology après ça, c'est que pour ça, il faut démontrer que ce marqueur biologique est un marqueur de substitution validé. Ce qui n'est pas le cas. Et là, il y a une faute effectivement de l'agence potentiellement. Mais voilà, c'était juste pour remettre quand même qu'ils n'ont pas juste fait ça sous la table. Je pense que c'est un peu résumé les choses. Il y a eu des choses pas claires, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup échangé pendant 1 an et demi, enfin même entre mars 2019 et juin 2021. Et là, on ne sait pas si les agences et les industriels ont le droit d'échanger, mais jusqu'à quel point ça a été, est-ce qu'ils ont brisé des règles d'éthique, je ne sais pas, et ça, c'est pas à nous de le dire, mais c'est vrai que c'est étonnant. En tout cas, l'Europe a répondu à une question différente. Et effectivement, c'était plus simple pour nous en tant que prescripteurs. Merci à tous les trois. Pour continuer cette journée, je vous invite à passer à la salle d'à côté pour faire une courte pause d'un petit quart d'heure. Et on reprendra avec une deuxième table ronde consacrée plus spécifiquement aux biomarqueurs.